Bienvenue. Aujourd'hui, on fait une plongée dans un système éducatif légendaire et souvent controversé, l'agogé spartiate. Ah, l'agogé, un sujet fascinant. Oui, et nos sources, ce sont des textes académiques, des morceaux d'encyclopédie. On va essayer de démêler un peu le vrai du faux, quoi. Le mythe de la réalité, oui. C'est essentiel avec Sparte. Notre mission, si on peut dire, comprendre ce qui rendait cette formation si unique, son impact réel sur Sparte et pourquoi ça fascine toujours autant. Même Platon, Aristote en ont parlé en bien. Alors, allons-y. C'est une excellente approche. Mais pour bien saisir l'agogé, faut d'abord imaginer Sparte. C'était vraiment une cité-État à part en Grèce. Tourner vers la guerre, c'est ça? Complètement. Organisée pour l'efficacité militaire. Et une société très hiérarchisée. 3 groupes en gros. Les citoyens soldats. Les homoïri. Ensuite, les périèques, libres mais sans droit politique. Et tout en bas, les ilotes, une masse énorme de population asservie. Et l'agogé, c'est le système qui fabrique ces fameux homoioi. Exactement. C'est le moteur. Une éducation contrôlée par l'État, dès le plus jeune âge, pour forger ses citoyens dévoués et ses soldats redoutables. Mais t'as raison, il faut être prudent. Oui, attention au fameux mirage spartiate. Notre vision est souvent déformée, embellie par les textes anciens eux-mêmes et puis par ce qu'on en a fait après. D'accord. Alors, ce système, on l'attribue quasi systématiquement à Lycurgue, c'est ça? Ce législateur un peu mythique. C'est ça. Personnage semi-légendaire, on ne sait même pas s'il a vraiment existé. On le situe entre le 9e et le 6e siècle avant Jésus. Il aurait fondé les institutions spartiates. Et le mot agogé lui-même, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire élever, dresser. Oui, comme on élèverait du bétail, presque. Ça montre bien l'idée, hein. Une formation très orientée dès l'enfance. Dirigé vers un but précis, collectif. Tout à fait. Une mise en condition pour servir la cité avant tout. Et ce but, c'était clairement de former des guerriers d'exception. Discipline, courage. La réputation des hoplites spartiates, quoi. Mais pas seulement militaire. Il fallait aussi former des citoyens. Dont la loyauté allait d'abord à l'État, aux compagnons d'armes, avant même la famille. C'est fou, ça. C'est ça. Une immersion totale dans le collectif spartiate. Et ça passait aussi par une sélection impitoyable. Donc on formait à la fois le futur citoyen, le pré-citoyen, on pourrait dire, et le futur hoplite. Le pré-hoplite, oui. Les deux en même temps. Et c'était obligatoire pour tout le monde. Enfin, pour tous les garçons citoyens. Oui, pour tous ceux qui étaient destinés à devenir des homocios. C'était même la condition indispensable pour être citoyen à part entière. Avec quoi d'autre? La naissance. La filiation citoyenne, oui. Et plus tard, la participation au repas en commun, les syssitia. Sans agogé réussi, pas de citoyenneté pleine. Et il y avait moyen d'y couper des exceptions? Très peu. En théorie, seuls les héritiers présomptifs des 2 rois étaient dispensés. Ah, les 2 rois, oui, c'est vrai qu'il y en avait 2. Et anecdote intéressante de Plutarque, le roi Agésilas II au IVe siècle, Oui. lui, il a suivi l'agogé. Parce qu'il n'était pas l'aîné, pas destiné au trône au départ. Et Plutarque dit que ça l'a rendu plus proche du peuple, plus populaire. Intéressant. Et si on échouait? Ou si on arrêtait en cours de route? Ah là, c'était terrible. Socialement, c'était désastreux. Tu devenais un hypomion. Un inférieur, littéralement. C'est ça, un citoyen déclassé, privé des honneurs, des magistratures, des corps d'élite. Une sorte de mort civile, quoi, dans cette société hyper compétitive. Pourtant, on lit parfois que des non-citoyens pouvaient y être admis. Comment c'était possible, ça, dans un système si fermé? Alors ça, c'est un point intéressant. Ça montre une certaine flexibilité forcée. Il y avait le cas des motex. Les motex, c'est qui ça exactement? Leur statut est un peu débattu, mais on pense que c'était des fils illégitimes de citoyens ou des fils de citoyens qui s'étaient appauvris, peut-être même nés d'une mère ilote. D'accord. Et ils pouvaient faire l'agogé? Oui, mais il fallait être parrainé par un citoyen riche et influent. On pense que c'était surtout pour pallier un problème chronique à Sparte. Le manque de citoyens, le lycanthropie. Exactement. Ça menaçait la puissance militaire, donc il fallait trouver de nouvelles recrues potentielles. Mais attention, hein, Oui. réussir l'agogé, ça ne leur garantissait pas automatiquement la citoyenneté complète après. D'accord, une mesure pragmatique pour les effectifs. Et les fils de Xénophon, l'Athénien? Ah, ça, c'est l'exception qui confirme la règle. Un cas rarissime d'étrangers. Mais Xénophon était un grand admirateur de Sparte, très ami avec le roi Agésilas. C'est grâce à ça que ses 2 fils ont été admis.
Un privilège énorme. D'accord. Alors, une fois admis, comment ça se passait, ce parcours du combattant? Ça commençait hyper tôt, non? Ah oui, carrément, dès la naissance. Plutarque décrit une scène assez glaçante. Laquelle? Le bébé était présenté aux anciennes sa tribu. Il l'examinait. S'il était jugé trop faible, difforme, hop. Jeté dans un gouffre, c'est ça? Peut-être, c'est ça. C'est ce que dit Plutarque. Alors, est-ce que c'était vraiment une politique eugéniste brutale ou une déformation tardive d'un rite plus ancien? Encore le mirage spartiate. C'est difficile à dire. Il y a aussi cette histoire de bain de vin pour tester la vigueur. Oui, mentionné aussi. Peut-être un autre rite. Ensuite, jusqu'à 7 ou 8 ans, l'enfant restait en famille. Mais l'éducation commençait déjà. Avec les nourrices. Oui, les nourrices lacédémoniennes. Souvent des périèques, d'ailleurs. Elles avaient une réputation dans toute la Grèce. Pour endurcir les petits, leur apprendre à pas avoir peur du noir, de la solitude, à maîtriser leurs émotions. Fini les pleurs et les caprices. Une sorte de pré-agogé à la maison, quoi. Et à 7-8 ans, c'est le grand saut. C'est ça, début officiel de l'agogé. La phase des peides, les enfants. Là, l'enfant quitte sa famille. Définitivement. Non, au début, juste la journée apparemment. Il rejoint une bande, une bouagos ou agevla, dirigée par un plus grand, le bougaios, mais surtout supervisé par une figure clé de l'État, le peidonomos. Le responsable de l'éducation. Avec ses assistants, les... Mastigophoroi. Les porte-fouets. Le nom dit tout. Exactement. Ça donne une idée des méthodes. D'emblée, l'accent est mis sur l'obéissance. Inconditionnel. L'endurance physique aussi, j'imagine. Poussé à l'extrême. La compétition, tout le temps, entre eux, entre les groupes, et les techniques de survie. La discipline est martiale, châtiment corporel fréquent, sévère. Et l'instruction intellectuelle dans tout ça? Lire, écrire. Le strict nécessaire, vraiment le minimum. Lire, écrire, oui, mais sans plus. On lisait Homère, Tirté pour les chants guerriers, Alcman, mais la culture orale était super importante. Les lois de Lycurgue, par exemple, pas écrites, fallait les mémoriser, les vivre. C'est l'action qui comptait. La discipline, oui, pas l'érudition des livres. Et ce truc qui marque toujours, c'est la nourriture, volontairement insuffisante. Oui, pour les pousser à voler, à se débrouiller. Et c'était vu comme un entraînement. À la ruse. C'est ça. Entraînement à la ruse, à l'autonomie, mais attention, Fallait pas se faire prendre. surtout pas. Ça, c'était la faute impardonnable, punie par le fouet. Non pas pour le vol, mais pour la maladresse. La honte, quoi. C'est là qu'intervient l'histoire du garçon et du renard. Oui, cette anecdote célèbre de Plutarque. Vraie ou pas, elle est révélatrice. Le gamin qui cache un renard d'eau volé sous sa tunique et qui se laisse dévorer les entrailles sans rien dire plutôt que d'avouer sa faute et sa maladresse. C'est tchaf. Effrayant comme image de l'endurance et de l'importance de la réputation. Complètement. Autre apprentissage de cette période, faire son lit avec des roseaux cassés à la main, sans outils. Rustique. Et bien sûr, apprendre à parler. Laconique, peu de mots, mais dense, percutant. L'exemple classique, c'est la réponse à Philippe II de Macédoine qui menaçait Sparte. Si. Voilà, tout un programme. Et cette première phase, déjà très rude, c'était que le début. Ah bon? Ça se corsait encore après? Oh que oui. Vers 12 ans jusqu'à 15-16 ans, c'est la phase des païdiskoi, les adolescents. Là, le régime devient beaucoup plus dur. L'enfant quitte la maison pour de bon. Il vit en internat, en caserne? C'est ça. Conditions encore plus spartiates, cheveux rasés, pieds nus tout le temps, un seul manteau pour l'année, bain rare, lit sommaire. C'est la rupture totale avec la famille, l'enfance. La pression devait être énorme. On endurcit le corps, mais on coupe aussi les liens affectifs initiaux pour les remplacer par le groupe. C'est l'objectif. Dédier le jeune à la communauté des guerriers. La surveillance est constante, par les anciens, mais surtout par les Irènes. C'est qui les Irènes? Ce sont les jeunes hommes qui viennent de finir cette phase. Et c'est aussi à cet âge qu'arrive cette institution très discutée. Et la pédérastie? Oui, la pédérastie institutionnalisée. Une relation très codifiée entre un ado, l'éroménos, l'aimé ou l'auditeur, et un jeune adulte, l'éraste, l'amant ou l'inspirateur. Et là encore, les interprétations varient beaucoup. C'est difficile de savoir avec ce fameux mirage. Très difficile. Certains, comme Plutarque, ou des historiens modernes comme Carthage, pensent que c'était un moyen de souder le groupe, créer des liens affectifs très forts entre futurs soldats. Avec une dimension sexuelle? Probablement, mais peut-être pas le but unique ou principal. D'autres sources, comme Xénophon, Encore lui, l'admirateur. oui, lui, il nie l'aspect charnel. Il parle d'une amitié pure, chaste, pour transmettre l'arêté, l'excellence morale et guerrière, une relation éducative, spirituelle. Mais on peut douter de son objectivité là-dessus, non?
Il idéalise peut-être un peu. Certainement, c'est possible qu'il ait voulu présenter les mœurs spartiates sous un jour plus favorable que celles des autres cités. D'autres lectures existent, rite initiative, mentorat dans un monde très masculin, peut-être même une préparation à un mariage hétérosexuel, paradoxalement. Ce qui est sûr, c'est que c'était valorisé socialement. Oui, c'était attendu. Ne pas trouver d'Éraste ou ne pas être choisi comme Héroménos, c'était mal vu, une sorte d'échec. D'accord. Après cette phase intense, on arrive à la 3e étape, les ébontes ou irènes, les jeunes adultes de 15-16 ans à 20 ans. Là, j'imagine que l'entraînement militaire prend toute la place. C'est vraiment le cœur du réacteur, oui. Apprentissage intensif du maniement des armes, de l'hoplite. Lance, épée courte, le grand bouclier rond. Exactement. Le dori, le xyphos, l'aspis. Et surtout, les tactiques de combat en phalange, en formation serrée. C'est ça qui faisait leur force. Mais il n'y avait pas que le combat pur et dur, la musique, la danse, ça jouait un rôle aussi, lié à la guerre? Tout à fait. Les Spartiates avançaient au combat au son de l'aoulos, la flûte double, pour garder le rythme, la cohésion. Et la danse? Ils pratiquaient la pyrrhikée, une danse armée, très complexe, qui simulait l'attaque, la défense. La musiquée, musique, danse, poésie, faisait partie de la formation du guerrier. Et en parallèle, toujours plus de compétitions, d'épreuves. Pour sélectionner les meilleurs. Toujours. Ça s'intensifiait même. Il y avait les combats très brutaux au Platanistas, les jeux de balles physiques, les sphéries, et surtout les épreuves à l'hôtel d'Artémis Orthia. Ah oui, le fameux rituel à loger. Là aussi, les sources divergent. Simple vol de fromage pour Xénophon ou flagellation sanglante pour les auteurs plus tardifs. La nature exacte de l'épreuve à l'époque classique reste floue, mais le but est clair. Pousser la résistance à la douleur à son maximum. Développer l'audace, la ruse et un contrôle de soi absolu. Zéro relâchement. Aucun loisir. Tension constante. Et le comportement en public, hyper contrôlé. Silence, regard bas, main cachée sous le manteau. Tout était discipline. 13 ans de ce régime? Waouh! Et après, à 20 ans, la Gaugée est finie? Qu'est-ce qui devient, le jeune Spartiate? Il entre dans la classe d'âge des néo-oi, ou ébontes, les jeunes hommes de 20 à 30 ans. Ils sont soldats maintenant? À part entière, oui. Mobilisables tout le temps. Et ils ont une obligation civique, se marier. Pour faire des enfants, assurer la relève. Exactement. Le célibat était très mal vu, même puni, mais, et c'est très particulier, ils ne vivent pas avec leur femme avant 30 ans. Ah non. Il reste où? Ils continuent de vivre et dormir dans les baraquements, avec leurs camarades d'unité. Les visites à l'épouse, c'est en cachette, la nuit, très discret. C'est fou. Hein. Et c'est aussi à cet âge qu'ils doivent participer au repas commun, les Syssitia? Oui, obligation fondamentale. Pour être vraiment citoyen, fallait avoir réussi l'agégogé et être admis dans un mess, une Syssitia, et y contribuer financièrement toute sa vie. Et comment on y était admis? Par cooptation. Les membres du mess votaient. Un seul vote contre et étaient recalés. Et ça pouvait vouloir dire perdre son statut de citoyen? Plus que manger ensemble, c'était le lieu de la vie politique, de la transmission des valeurs, de l'éducation continue par les anciens. Une sorte de club très fermé et très important. Voilà. Et pour rester dans l'ambiance, même pour aller aux messes ou en revenir la nuit, interdiction d'utiliser une torche. Fallait s'habituer à l'obscurité. Et leur rôle politique à cet âge-là, plutôt limité. Oui, à l'Assemblée, leur voix comptait peu face aux anciens. Et les grosses magistratures, comme les efforts, c'était plus tard. La Gérousie, le Conseil des Anciens, fallait avoir 60 ans. Mais la sélection de l'élite, elle, continuait. C'est là qu'arrivent les fameux Hypéoïés, les 300. Exactement. Le corps d'élite. La garde personnelle des rois, la troupe de choc. Chaque année, 3 officiers, les Hypagrètes. Choisis par les efforts? Oui. Eux-mêmes choisis parmi les meilleurs. Ils sélectionnaient ensuite les 100 nouvelles recrues les plus valeureuses de la classe d'âge pour intégrer les IP. C'était un immense honneur et la compétition était féroce pour y entrer et y rester. Et la Cryptia? Oui. Cette histoire sombre et mystérieuse, ça se situe où? Oui. La Cryptia ou Crypteia. Un des aspects les plus controversés et qui ne concernait sans doute qu'une toute petite élite. Les sources, Platon, Plutarque, décrivent ça comme une sorte de retraite secrète. Une retraite? Oui. Des jeunes hommes sélectionnés partaient seuls dans la campagne, juste avec un poignard. Ils devaient survivre en se cachant le jour et en tuant des ilotes la nuit. Tuer des ilotes, mais pourquoi? Apparemment, surtout ceux qui paraissaient les plus forts, les plus dangereux ou susceptibles de se révolter.
pour maintenir la terreur et prévenir les soulèvements. C'est terrible. Les interprétations sont multiples, j'imagine. Oui, formation commando extrême. Mission secrète, reconnaissance, élimination ciblée. Ou alors rite initiatique. C'est-à-dire? Une sorte de régression vers la sauvagerie. Une chasse à l'homme symbolisant la domination absolue du Spartiate sur l'Ilote avant de redevenir un citoyen civilisé. Peut-être aussi une sélection finale des plus durs, des plus impitoyables. Quoi qu'il en soit, ça montre la brutalité du système pour se maintenir. Absolument. C'est indissociable du contrôle de la masse ilote. On a beaucoup parlé des garçons, et c'est normal vu le sujet. Mais les filles alors? Quelle était leur place dans ce système éducatif spartiate? Excellente question. Parce que l'éducation des filles à Sparte, c'était aussi très particulier, très différent du reste de la Grèce, comme Athènes. Elles ne faisaient pas l'agogé militaire? Non, pas la jaugée elle-même, mais elles recevaient une éducation spécifique, publique et contrôlée par l'État aussi, avec un objectif principal très clair, presque eugéniste. Lequel? Former des femmes fortes, robustes, capables de faire des enfants vigoureux. De futurs bons soldats, quoi. La santé physique des filles, c'était une priorité d'État. Donc beaucoup de sport pour elles aussi. Ah oui, elles faisaient plein d'exercices physiques. Courses, lancer du disque, du javelot, lutte. Plutarque dit même qu'elles s'entraînaient parfois nues, comme les garçons, lors de certaines fêtes. Et au niveau intellectuel ou artistique? Elles recevaient aussi une formation en musiqué. Lecture, écriture, chant choral, danse, musique. Elles participaient beaucoup aux fêtes religieuses. Mais pas les tâches domestiques comme à Athènes, le tissage, tout ça? Non, justement, c'était un point très distinctif. Le tissage, le filage, c'était considéré comme indigne d'une future mère de citoyens. C'était pour les femmes ilotes ou périèques. Leur rôle à elles était ailleurs. Et ce rôle, une fois mère, c'était de transmettre les valeurs spartiates. On a cette image des mères spartiates très dures. C'était fondamental. Elles étaient les gardiennes des valeurs. Courage, honneur, sacrifice pour la cité. Elles devaient inculquer à leurs fils le mépris absolu de la lâcheté. Les histoires de mères qui tuent leurs fils lâches. Oui, les récits antiques en regorgent, même s'il faut sans doute nuancer. Mais l'idée est là. La fameuse phrase « reviens avec ton bouclier » ou « sur lui ». La fierté d'une mère, c'était la bravoure de son fils. Ce système éducatif, si extrême, si particulier, il a duré combien de temps en fait? Et comment les autres Grecs voyaient ça? Mais l'agogé dans sa forme la plus dure, c'est l'apogée de Sparte, 5e, 4e siècle avant Jésus. Le déclin commence vraiment après la grosse défaite contre Thèbes, à Leuctre, en 371. Ça a cassé le mythe de l'invincibilité, hein? Exactement. Et ça a aggravé la crise démographique, l'oliganthropie et sociale. Après, l'agogé a continué, mais sous des formes plus atténuées. Il y a eu des tentatives de la restaurer au IIIe siècle avant Jésus. Par les rois Agis IV et Cléomène III. Oui, mais sans succès durable. Elle disparaît sans doute pour de bon avec le sac de Sparte par les Goths d'Alaric, en 396 après Jésus. Et les jugements des autres Grecs alors? Admiration, critique. Et de l'autre côté... Et souvent chez les mêmes auteurs, c'est ça qui est intéressant. D'un côté, une énorme admiration. C'est la base du mirage spartiate. Platon, Xénophon, plus tard Polybe, Plutarque, ils admirent l'efficacité militaire, la discipline, la stabilité de la cité, le nomia, la formation à la vertu, l'arrêté. Et de l'autre côté... Des critiques parfois très dures. Aristote, par exemple. Il reconnaît des mérites, mais critique la brutalité, le côté bestial, et surtout le fait que tout soit tourné vers la guerre. Pour lui, ça rendait les Spartiates inaptes à la paix, aux activités nobles. Platon aussi nuance son admiration, c'est vrai. Et Isocrate, l'Athénien, il y va fort. Oui, lui, c'est un rival politique. Il va jusqu'à dire, sûrement en exagérant, que les Spartiates savaient à peine lire et écrire. Mais malgré les critiques, l'héritage de l'agogé est énorme, ne serait-ce que dans l'imaginaire collectif. Ah, ça, oui, indéniablement. L'image du guerrier spartiate, l'archétype du soldat discipliné, endurant, presque invincible pendant des siècles, ça vient directement de ce système éducatif unique, totalisant, impitoyable, une image qui colle à la peau. Eh bien, voilà un sacré voyage au cœur de l'agogé spartiate. Un système total, étatique, de la naissance à l'âge adulte, fait pour produire des citoyens soldats d'élite, dévoués corps et âme à la cité. C'est frappant par la dureté, le collectivisme extrême, mais aussi par des trucs uniques comme le laconisme, la pédérastie ritualisée, la compétition permanente, la cryptie. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça au fond, fille ? Ce qui est fascinant, je trouve, c'est cette tension permanente. D'un côté,
une exigence folle de conformité au groupe, d'obéissance totale, et de l'autre, le besoin vital de sélectionner les meilleurs, les plus exceptionnels, pour diriger et assurer la survie. L'agogé, c'est un cas d'étude extrême de comment une société peut essayer de modeler ses membres pour ses besoins. Ici, la guerre et le contrôle social. Et ça laisse une trace énorme dans notre imaginaire, même si, encore une fois, faut se méfier du mirage. Et pour finir, une petite question qui est leste peut-être. Comment un système aussi rigide, basé sur l'obéissance, le collectif, arrivait quand même à repérer et promouvoir l'excellence individuelle nécessaire pour les IPES ou la cryptie? Quelle place restait-il vraiment pour l'initiative, l'originalité, dans ce moule si contraignant? Voilà de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.